Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 octobre 2021 et nous recevons Jean-Claude Bernam qui va nous parler de son plus récent livre, une deuxième mouture, revue et corrigée, l'affaire Camara. Mais avant, je vais laisser la parole à son éditeur, François Martin, des Presses du Méridien. Voilà. Là, ici. Ouais, approchez-vous. Là, vous voyez? Vous voyez? Ah oui, Ben tiens. voilà. Et moi, je Alors, disparais. merci à la librairie de nous recevoir ce soir. C'est vraiment sympathique, agréable et intéressant. Et merci à Jean-Claude pour avoir eu le courage de faire une deuxième édition revue et augmentée de son ouvrage, L'affaire Camara. Et tout de suite, là, c'est aussi simple que ça, je cède la parole à Jean-Claude qui va nous expliquer de quoi il retourne. Merci. Alors bonjour à vous tous. Je voudrais d'abord remercier mon éditeur d'avoir eu l'audace, le courage finalement de publier ce livre et de le republier suite à la parution du rapport Dionne sur cette affaire Camara dont je vais parler 2 minutes. Je voudrais aussi remercier les personnes présentes d'avoir pris leur courage à 2 mains pour affronter la situation et vous présenter dans un lieu fermé qui est une librairie et faire en sorte que cette possibilité qu'on a de faire des lancements avec un public dans une librairie puisse reprendre et devenir une coutume comme ce l'était déjà autrefois. Pour ce qui est de l'affaire Camara, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, c'est un événement, c'est une agression qui a eu lieu le 28 janvier 2021 à Montréal, une agression qui s'est produite sur un policier, M. Vig. L'auteur présumé de cette agression s'est nommé M. Camara. Alors, cette agression a lieu. Monsieur Vig est agressé physiquement. Il réussit à s'échapper. Il réussit à alerter ses collègues. Et très rapidement, 150 policiers de la ville de Montréal se sont retrouvés sur le lieu du crime. Et là, l'enquête policière s'est amorcée. La suite des événements se réalise dans le fait que M. Camara a été arrêté, a été interrogé, finalement a été traduit devant un tribunal et a été accusé formellement de tentative de meurtre sur le policier M. Vig. L'enquête policière a fait en sorte, telle qu'elle a été menée, que ces accusations-là ont été confirmées par le tribunal et M. Camara a été incarcéré. L'enquête sur caution pour son éventuelle libération a eu lieu le lundi suivant, l'événement s'étant produit un vendredi. C'est-à-dire son arrestation et sa détention a commencé un vendredi. Donc, le lundi, il y a une audience, mais le procureur de la Couronne s'est opposé à sa libération. Il y a une audience qui a été prévue pour le mercredi suivant. Pendant tout ce temps, l'enquête policière s'est quand même poursuivie. Finalement, le mercredi, M. Camara est libéré parce que l'enquête policière a révélé des preuves à l'effet qu'il n'était pas impliqué dans cet événement, mais que c'était une troisième personne, le troisième acteur. Alors, ce que relate le livre, c'est ce qui s'est passé entre les événements, le 28 janvier, vers 17h, et la libération de M. Camara par le tribunal le mercredi suivant dans l'après-midi. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête qui a été menée par le juge Dionne à la suite des événements révèle des faits déterminants, des faits qui mettent en lumière la structure d'enquête du SPVM, de la police de Montréal. Cette structure d'enquête n'est pas une structure conforme à ce que ça aurait dû être par rapport à un événement de cette ampleur-là.
Le problème qui s'est posé, c'est que dès le départ, il y a eu 2 structures d'enquête. Finalement, ça a été réuni, mais le fait que le SPVM n'a pas les capacités de mettre en place une structure suffisamment efficace pour pouvoir recueillir et analyser l'information dans un lieu donné, centraliser l'information, a fait en sorte que M. Camara a été considéré comme le suspect et l'auteur de cette agression. Mais quand on regarde le déroulement des événements, par exemple, dès le départ, il était connu que le ministère des Transports du Québec avait des caméras à l'endroit où s'est produit l'événement. Dès le départ, un surveillant de ce système a vu l'événement, a demandé à son supérieur de le visionner et les 2 ont conclu qu'il fallait appeler la police pour leur faire part du contenu de cette vidéo. Donc, dès 18 heures, donc 1 heure après les événements, 2 policiers du SPVM avaient connaissance du contenu de la vidéo qui disculpe M. Camara. Mais, compte tenu de la structure mise en place, des dérapages qui ont eu lieu au cours des jours suivants, ce n'est que le 2 février, le mardi, qu'un policier curieux, a décidé de regarder la vidéo. Et c'est là qu'il s'est trouvé à faire le choix du professionnalisme ou pas. Et évidemment, il a décidé d'être professionnel et par conséquent, il a alerté les autorités policières et aussi le procureur, comme quoi la vidéo démontrait très clairement que M. Camara n'était pas la personne responsable. Par conséquent, M. Camara a été libéré et on a finalement retrouvé l'auteur, en principe considéré comme étant le suspect principal. Alors, cette affaire Camara relève ou soulève le mode de fonctionnement du système de justice, mais le fonctionnement du système policier et aussi le mode de fonctionnement des procureurs de la couronne. Alors, ce qui est important de démontrer, c'est qu'il y a lieu de se pencher sur la façon dont fonctionne ce système. Parce que M. Camara, en dépit de son innocence, si le travail policier avait été bien fait au départ, il n'aurait pas été accusé. Mais s'il avait continué à être mal fait, si le policier curieux n'avait pas bien fait son travail, M. Camara serait probablement sous les verrous, parce que l'enquête aurait cessé. Or, il faut absolument qu'on prenne en considération les faits qui entourent cette affaire pour amener des changements. Et il est particulièrement important que ces changements arrivent, non seulement parce que des innocents se retrouvent à être condamnés, mais c'est parce que les autorités politiques sont aussi en cause. Rappelons-nous que dans cette affaire Camara, la mairesse de Montréal, Mme Plante, est intervenue. L'Assemblée nationale du Québec est intervenue. Le Parlement du Canada est intervenu. Nous avons les autorités, les plus hautes autorités politiques du pays et de la province qui se sont prononcées sur cette affaire et qui ont dénoncé les abus qui avaient été commis envers M. Camara. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Il faut que le système se modifie. Et pour conclure, je vais simplement vous faire part d'une réalité par rapport à la situation du système de justice pénale et criminelle du Canada, particulièrement par rapport à un article de ce code qui nous montre comment ce système fonctionne à quelque part et comment on peut comprendre comment il fonctionne. Alors, il y a l'article 334 du Code criminel qui concerne le vol. Tout le monde sait ce que c'est qu'un vol.
tout le monde, on peut présumer, estime que le vol est quelque chose qui n'est pas acceptable dans la société. Et par conséquent, tout le monde estime que si le vol est un crime, il devrait être sanctionné. Donc, l'article 334 aborde cette question du vol et traite de la façon dont il va être sanctionné. Alors, quelqu'un qui est condamné pour un vol, en vertu du code criminel, sera éventuellement condamné à une amende et ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un casier judiciaire. Mais il y a un petit hic par rapport à cet article 334. C'est le début de l'article. Le début de l'article se lit comme suit. Sauf disposition contraire des lois, une personne condamnée pour un vol sera sanctionnée par une amende ou une peine de prison. Mais ce petit extrait, ce petit début de phrase, sauf disposition contraire des lois, explique, permet de comprendre pourquoi certains voleurs ne sont pas poursuivis par le code criminel. À titre d'exemple, vous allez dans un magasin, vous volez une paire de gants, vous vous faites prendre, vous êtes condamné, vous avez une amende, vous avez un casier judiciaire. Mais ce même magasin vole des clients, ce qu'on appelle la publicité trompeuse. Personne ne va en prison, personne n'est poursuivi en vertu du code criminel. Si une poursuite il y a, c'est en vertu de la loi sur les pratiques commerciales. Et le magasin, l'entité commerciale, peut être éventuellement condamné à une amende que les futurs clients paieront. On comprend à partir de cet article du Code criminel canadien pourquoi dans les prisons, les voleurs qu'on y retrouve sont des petits voleurs. Mais les gros voleurs, ceux qui font de la fraude fiscale, je ne parle pas d'échappée fiscale, la fraude fiscale établie, reconnue, il y en a à toutes les semaines qui sont condamnés pour fraude fiscale ou fraude aux taxes TPS, TVQ. Mais ces gens-là ne vont pas en prison parce qu'il y a une loi qui gère ces comportements, qui est une loi en dehors du code criminel. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas en prison. Donc, on peut conclure à partir de cet article 334 du code criminel que le code criminel est dans son écriture, dans son entité discriminatoire. Et c'est là qu'est la discrimination systémique du système de justice pénale. C'est dans son écriture. Maintenant, quand on regarde au niveau de la pratique, les policiers au quotidien, quand on leur demande de faire leur travail, on ne leur demande pas de courir après les commerçants qui font de la publicité trompeuse. On leur demande de courir après les voleurs à l'étalage. Puis aux juges, on ne demande pas de condamner en vertu du code criminel les auteurs de publicité trompeuse, mais on leur demande de condamner les voleurs à l'étalage. Alors quand les policiers, les procureurs, les juges ne sont confrontés qu'à des petits voleurs, pour eux, les voleurs, ce sont les gens pauvres, les gens démunis, les gens au bas de l'échelle sociale. C'est ce qui explique pourquoi les prisons sont pleines de personnes qui sont pauvres, démunies, racisées, parce que ce sont les personnes sans pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir économique, ils n'ont pas de pouvoir politique. Et c'est comme ça que fonctionne le système et c'est comme ça qu'est rédigé le Code criminel. Et quand le premier ministre du Canada dit qu'il y a du racisme systémique, il devrait se pencher sur son Code criminel. Alors, il a déclaré que la GRC exerçait du racisme systémique. Mais il n'a pas dit qu'il le faisait parce que son code criminel est discriminatoire sur une base systémique. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit ce livre, c'est pour expliquer comment une personne peut être happée par le système, comment, quand les rouages de ce système, la police, le procureur,
ne fait pas son travail de manière efficace, compétente, fait en sorte que des innocents se retrouvent en prison. Mais il faut aller au-delà de ce cas qui illustre le fonctionnement général du système pour aller au niveau du système comme tel et de ceux qui l'ont construit, qui l'ont adopté, c'est-à-dire le Parlement du Canada. En fait, Si vous avez- on a assisté en quelque sorte à une double démonstration. Une première démonstration qui révélerait l'incompétence policière à mener correctement une enquête, sans doute avec un a priori. Et le deuxième élément, c'est que, et là je ne suis pas sûr qu'on peut se parler d'incompétence, mais le système est structuré lui-même pour favoriser les nantis, les puissants, ceux qui disposent de pouvoirs législatifs importants, ou de pouvoir, ou beaucoup d'argent, ou des avocats dévoués à leur cause. C'est une double articulation, son travail, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est expliquer comment a fonctionné le système dans le cas de l'affaire Camara, mais d'élargir cet exemple dans le contexte général du système qui est fondé sur le code criminel. Dans le cas de l'affaire Camara, à proprement parler, l'enquête policière, c'est de l'incompétence, c'est de la malformation, c'est du cafouillage, c'est de la négligence, c'est quoi au juste? Comment ils ont pu en arriver à conclure après 5 jours qu'une simple vidéo aurait pu démontrer hors de tout doute? Il y avait 2 personnes qui ont vu la vidéo. Ça, comment t'expliques ça, Jean-Claude? C'est pas l'incompétence qui est à la base, pas du tout. C'est la structure de fonctionnement du système. C'est que le SPVM a démontré dans ce cas-ci qu'il n'avait pas les ressources et la structure organisationnelle pour pouvoir mener une enquête de cette envergure. Parce que l'information a été communiquée aux policiers. Les policiers savaient, ou 2 policiers savaient à 18 heures que la caméra démontrait que ce n'était pas M. Camara. Le lendemain, il y a 2 autres sergents détectives qui sont allés au ministère des Transports du Québec, qui ont filmé la partie de la vidéo qui correspondait à l'événement, mais ces 2 personnes, ces 2 sergents détectives n'ont pas été en mesure de transmettre l'information à quelqu'un parce que quand elles ont téléphoné, il n'y avait personne au bout du fil pour leur dire quoi faire avec. Comment se fait-il que le policier qui a vu au bout d'une semaine le film et puis qui s'est rendu compte qu'en fait c'était pas la bonne personne, lui a pu communiquer aux bonnes personnes pour pouvoir disculper en fait cet homme qui était accusé à tort? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les 2 premiers n'ont pas trouvé le chemin pour aller disculper l'homme, et le 3e, enfin, ou le 5e, oui, il est arrivé. Parce que à 18 heures, quand les 2 policiers ont eu cette information, la structure d'enquête était bicéphale. Et la structure d'enquête telle qu'elle est au SPVM n'est pas en mesure d'acheminer toutes les informations à un enquêteur qui va, lui, prendre en considération tous les éléments d'information. Parce que ce qu'il faut pour pouvoir comprendre un événement, c'est de recueillir les différentes informations qui sont glanées par les uns et par les autres, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un puisse avoir le portrait général de la situation. Et telle qu'est la structure d'enquête, ça semble que ça ne remonte pas, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a les policiers qui ont fait des constatations, qui ont rédigé des rapports. Mais il y a des sergents détectives, mais ils sont tellement nombreux que ça va à l'un ou à l'autre. Ensuite, il y a un lieutenant détective, mais il y en a plusieurs, ça va encore à l'un ou à l'autre. Et l'enquêteur principal, dans ce cas-ci,
Ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'il est peut-être compétent, je ne connais pas son pédigré, mais il y a un je m'en foutisme tout à fait déclaré. Parce que quand on lui a fait remarquer que son rapport des faits, son précis des faits qu'il a remis au procureur de la couronne était incomplet, ben oui, c'est ça, il est incomplet. C'est tout ce que ça lui a donné comme réaction. C'est qu'il ne s'est pas senti responsable des lacunes qu'avait son propre rapport. Puis, c'est un peu compliqué parce que rentrer dans les détails, c'est que ces informations qui sont multiples ont été recueillies à des endroits différents par des policiers différents qui avaient des points de vue différents aussi. Mais par contre, certains policiers qui ont considéré M. Camara comme un témoin et non pas comme un suspect, et ils l'ont écrit très clairement, ces policiers-là, leur rapport, je ne sais pas où il est abouti. Ensuite de ça, il y avait des témoins visuels sur les lieux. Il y avait plusieurs témoins qui ont téléphoné au 911. Ces gens-là ont été rencontrés dans le courant de la soirée. Et il y en a qui ont clairement établi qu'il y avait 3 personnes, sans pouvoir identifier qui est qui, mais il y avait 3 personnes. Ça a été finalement reconnu comme étant des témoins essentiels, mais au moment où se déroulait l'enquête, c'est sûr que le départ de toute la perspective policière a reposé sur le témoignage de l'agent Vig. L'agent Vig a dit qu'il a donné une contravention à quelqu'un qui retournait à son automobile et c'est à ce moment-là qu'il a été agressé. Le délai entre le moment où la contravention est remise et le moment où il est agressé, c'est relativement très court. Sa conclusion, c'est que la personne qui l'a agressé, c'est la personne à qui il a remis sa contravention. Son témoignage étant le témoignage d'un policier, évidemment, même si tout le monde dit le contraire, ben, il a plus de valeur qu'un témoin dit ordinaire. Donc, la majorité des gens, ou en tout cas on peut présumer que la majorité des gens qui prenaient les décisions, qui interprétaient les faits, l'ont fait à partir de cette conviction. Non seulement un certain nombre de policiers étaient convaincus que l'auteur de l'agression était la personne qui avait reçu la contravention, mais la procureure au dossier, elle aussi était convaincue que le témoignage de l'agent Vig était infaillible, irréfutable, d'une très grande crédibilité. Alors ça aussi, ça a contribué à l'erreur, parce que certains policiers et l'enquêteur principal d'abord étaient convaincus d'office qu'il s'agissait de M. Camara. La procureure, elle, était convaincue aussi que c'était M. Camara, compte tenu du fait que les éléments d'information dont elle disposait allaient dans ce sens-là, malgré le fait qu'elle-même a demandé à un autre policier d'aller chercher une copie de la vidéo. Mais après avoir fait cette démarche de cette requête, elle n'a pas donné suite à sa propre requête. Donc, quand elle s'est présentée devant le tribunal, les carottes étaient cuites et M. Camara était le coupable. Alors, on était dans ce processus. Oui, c'est pas que les gens travaillent en silo finalement dans le système et dans tous les systèmes de santé et tout ça, il n'y a pas assez d'arrimage entre les différents. Il n'y a pas de coordination finalement, il n'y a pas de capitaine. Il y a beaucoup d'Indiens, mais il n'y a pas de capitaine qui fait le lien entre. C'est ça le système, comment c'est organisé. Il y a eu tellement de lois. Puis là, quand quelqu'un prenait une bifurcation, on mettait une autre barrière, puis ensuite, pour contourner la loi du début qui était on est contre le vol, la société s'est mise à mettre beaucoup de directives, d'administratives, et finalement, ça fait que les gens, ils sont plus capables de se parler entre eux. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas rendu. Les sergents détectives ont dit, nous autres, on est les spécialistes. Ben, en fait, je pense que c'est un peu plus. C'est pas une question on ne veut pas se parler. C'est que
l'information ne remontait pas. C'est pas que personne, les gens ou certains ne voulaient pas savoir ce que d'autres avaient à dire. C'est que la structure hiérarchique telle qu'elle est conçue, dans un contexte de cette envergure, parce que la plupart des enquêtes concernent peut-être, je ne sais pas, 8, 10 policiers. Dans ce cas-ci, il y en avait des dizaines. Donc, les rapports se multipliaient. Mais comme il n'y avait pas la structure, parce que ça, on ne peut pas se l'expliquer, comment ça se fait que le SPVM n'a pas la structure pour faire face à une enquête d'envergure. Ça veut dire que si demain matin, il y a un acte terroriste commis dans le métro, ils ne sont pas capables de rien faire. Parce que là, ça va faire en sorte que des dizaines de policiers vont venir pour faire enquête. Il va y avoir toutes sortes de pistes, mais ils n'ont pas la structure pour analyser les informations. C'est ça la situation. Oui. Est-ce que le cas de M. Camara n'est pas une illustration parfaite de la vision en effet tunnel? C'est qu'à partir du moment où on est persuadé que c'est ça la réponse, il n'y a plus aucune information qui peut rentrer parce qu'on vise le but de trouver la réponse pour laquelle on est persuadé. Et c'est pas propre au SPVM, c'est propre à tout système, même les gens, à partir du moment où on est persuadé qu'on a une vision claire, c'est notre vérité, puis la vérité, ça ira jusqu'au bout, même si elle est fausse. Oui, je suis tout à fait d'accord que... C'est un biais psychologique. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est que dans ce cas-ci, il y a plusieurs personnes qui ont eu des informations comme quoi ça n'était pas Camara. Cette vision tunnel s'applique de manière générale quand on la décortique dans des cas précis. C'est parce qu'il y a un petit groupe. Ils sont 3, 4, 5 personnes maximum. Puis encore, souvent c'est 2 qui font l'enquête. Tandis que dans ce cas-ci, c'est des dizaines de personnes qui ont fait l'enquête. Alors, c'est sûr que la vision tunnel y a joué un rôle, ça c'est indéniable. Mais l'explication globale n'est pas la vision tunnel. C'est l'absence de structure ou de capacité de mettre en place une structure qui va permettre que les informations soient prises en considération. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est qu'en fait, si on comprend bien, s'il n'y avait pas eu de vidéo comme ça arrive souvent, M. Camara serait encore inculpé. Probablement. C'est ça qui est terrible au fond, c'est que bon, la vidéo, c'est sûr, c'est important, mais si ça suffit pas à disculper quelqu'un ou à inculper, d'après ce qu'on voit là, mais s'il n'y avait pas eu de vidéo, comme ça arrive quasiment tout le temps, M. Camara serait encore en prison. S'il n'y avait pas eu la caméra qui avait filmé l'événement, c'est sûr qu'il aurait été condamné parce que l'enquête n'aurait pas été poursuivie. Voilà, et c'est ça qui fait peur au fond. Oui. C'est de se dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de vidéo, parce qu'il n'y a pas toujours de vidéo. C'est ça. C'est la même chose Oui, pour l'affaire Échaquan. Il y a François qui voudrait dire un mot. À la fin, quand tu auras terminé. Ah, d'accord, Ok. d'accord. C'est la même chose pour Joyce Échaquan et pour George Floyd Oui. aux États-Unis. S'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait pas eu ces On n'en mouvements aurait de pas foule-là. entendu parler. On l'aurait, non, ça aurait passé comme un couteau dans du beurre. Personne n'aurait réagi. Et là, il a fallu le voir. C'est ça, voir pour le croire. On est tous des tomates, finalement. Oui, parce que mais c'est ça, c'est que de manière spontanée, les gens font confiance en la justice. Ils vont remettre les choses en question éventuellement dans la mesure où on peut leur faire une démonstration que ça n'a pas fonctionné. Mais des cas qui n'ont pas fonctionné, il y en a quand même un certain nombre. Mais on peut se rendre compte que c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin pour qu'il se passe quelque chose. Mais on peut voir que avec l'affaire Camara, par exemple, le rapport Dionne décrit justement la façon dont les choses se sont passées et explique pourquoi le SPVM est embourbé dans sa structure et qui n'est pas en mesure de mener une enquête d'envergure. Mais ce qu'on constate, c'est que cette
constatation qu'a faite le juge Dionne, les médias n'en ont pas parlé. Pourquoi, selon toi? J'arrive pas à me l'expliquer. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que il y a cette comme un contexte qui fait que les médias aujourd'hui hésitent à remettre en question le fonctionnement du système de justice pénale quand on a une claire démonstration que le rouage qui est la police, par exemple, le SPVM, n'est pas en mesure de mener une enquête. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Je pense que c'est un contexte qui crée une certaine soit indifférence ou peut-être une hésitation à remettre en question les choses, ou peut-être qu'il y a des interventions qu'on ne connaît pas. Mais assurément, le deuxième volet de ta réflexion, ça supposerait quasiment une sorte de révolution si les gens se mettaient à réfléchir au mode de fonctionnement profondément inégalitaire qui existe au sein de notre société. Ça, moi, je crois que les gens sont très conscients des inégalités sociales. Je pense que les gens sont très conscients. Même devant le système de justice? Même devant le système de justice. Mais c'est qu'il faut voir que, personnellement, je suis privilégié. J'ai la capacité, j'ai le temps pour faire cette analyse, pour écrire ce livre. Maintenant, les gens, il faut qu'ils travaillent. Ils ont une famille à s'occuper. Ils ont toutes sortes de problèmes personnels, familiaux, etc., etc. Alors, les gens perçoivent les choses, se rendent bien compte qu'il y a des lacunes. Mais, je veux dire, aujourd'hui, les familles, leur premier problème, c'est de trouver une place pour la garderie. Fait qu'ils vont mettre leur énergie pour trouver une place pour leur enfant. D'autres ont d'autres problèmes. Ce qui fait que c'est pas l'inconscience qui caractérise la population. C'est que c'est un rapport de force qu'il faut établir à un moment donné. Et les rapports de force vont pouvoir s'établir lorsqu'il va y avoir suffisamment de gens qui vont voir que pour eux-mêmes, il est nécessaire de faire quelque chose. Ils vont revendiquer dans la mesure où ils seront happés par ce propre système. Mais le système, comme je l'ai dit, le code criminel est conçu pour discriminer les gens qui vont être poursuivis. Les gens qui sont poursuivis sont les plus démunis de la société, sont les gens qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de rapport de force. Donc, le système continue. Si on remonte au début de la notion de droit, les droits dont on parle aujourd'hui, les droits individuels, les collectifs dont on parle aujourd'hui, ça remonte à quand? À la Magna Carta au 13e siècle, quand les nobles en avaient assez que le roi les écrase, les élimine. Donc là, ils se sont coalisés et ils ont fait face à la monarchie. Et c'est là qu'ils ont établi un rapport de force. De là, la rédaction de la Magna Carta, donc la reconnaissance d'un certain nombre de droits ou pouvoirs aux élites, aux nobles, droits et pouvoirs qui étaient retirés au roi. Donc, la question des droits, c'est une question de rapport de force. Si les citoyens acquièrent des droits, c'est le pouvoir, soit politique, soit financier, soit de la connaissance ou de l'information, qui en a moins. C'est un rapport de force. Par rapport au système de justice, il n'y a encore jamais eu vraiment de rapport de force. Les gens sont insatisfaits du système, mais ils n'ont pas encore réussi à se coaliser pour établir... Il ne peut pas y en avoir non plus. Si c'est les plus faibles qui sont lésés, le rapport de force n'existe pas. Et il ne peut pas exister, il ne pourra jamais exister. Parce qu'on se retrouve face à une situation, en fait, c'est le marteau sur la noix, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dénoncer. Non, mais même dénoncer, on dirait que ça ne suffit pas. Et dans l'histoire, il y a eu des preuves que les gens bafoués, sans droit, ont réussi à obtenir quelque chose.
des preuves, c'est l'abolition de l'esclavage. Ouais, ou la Révolution française, c'est ça. La Révolution française, je questionnerais, mais je veux dire, l'abolition de l'esclavage est beaucoup plus, c'est des gens qui n'avaient aucun droit, qui, avec de l'aide de certains, ont obtenu tranquillement la réinsertion de leurs droits. C'est pas encore parfait, mais je veux dire, on n'est plus rendu au XVIIIe siècle. Oui, et je pense que C'est un rapport de... un rapport de force. Aujourd'hui, je pense que le rapport de force peut peut-être se construire parce que il y a une moitié de l'humanité qui aujourd'hui prend conscience de la façon dont elle est opprimée, je parle des femmes, et on voit qu'il y a un certain courant. Bon. On voit que le féminisme a réussi à se faire reconnaître. Il n'a pas encore gagné. On n'y est pas encore. Hein. Non. Mais il se passe des choses. Oui, c'est ça. Il se passe des choses. Bon. Il se passe des choses constructives. Donc, on peut penser, on peut espérer qu'à un moment donné, au sein du système de justice, il va y avoir un rapport de force. Parce que dès que le système aujourd'hui là, fonctionne sur les mêmes principes que lors de son instauration à la fin du 18e siècle. C'est les mêmes principes. On a un contenu qui peut être un peu différent. Il y a certaines choses qui ont varié, mais les fondements même sont les mêmes. Les fondements, les principes sont les mêmes. Le jour où on va réussir à ébranler ces fondements, là, la discussion va commencer. Et là, il va se passer quelque chose. Là, Puis, on a envie de, enfin moi, ce que j'ai envie de poser comme question qui me brûle les lèvres, c'est si Monsieur Camara avait été je sais pas, Monsieur Rock, disons, blanc, Monsieur Rock qui travaille dans un beau quartier avec une belle maison, etc. Qu'est-ce qui serait passé avec lui? Est-ce que ça aurait été pareil ou ça aurait été différent? à mon avis, ça aurait été essentiellement pareil. Bon, donc, Ouais. d'accord. Parce que c'est le contexte. C'est un policier qui est agressé. Le policier agressé en arrive à une déduction. La déduction, c'est le conducteur à qui il a remis une contravention, D'accord. qui est Donc, l'auteur. ça ne veut pas dire que, en fait, dans ce cas-là, on prenait le cas du vol tout à l'heure, le vol à l'étalage et le vol. Dans ce cas-là, c'était pas une discrimination raciale. C'était simplement le mauvais fonctionnement judiciaire. Ouais. Donc il y a pas. Si ça avait été un homme blanc riche, ça aurait été exactement pareil que pour Monsieur Camara. On n'aurait pas mieux regardé la vidéo, on n'aurait rien fait de. Je crois pas. Non, je crois pas. Donc c'est. La différence, c'est La que s'il était différence, riche, il voilà. aurait peut-être eu un avocat tout de suite dans le dossier qui Ouais, aurait c'est posé ça. des questions. Ah, Jean-Claude? Écoutez, on va prendre deux autres questions et après, François Martin, l'éditeur, va intervenir. Alors, si vous avez deux questions. C'est juste un commentaire par rapport à ce que tu as dit. Les gens que Jean-Claude a décrits, défavorisés, etc. À mon avis, il y a comme classe sociale défavorisée, c'est pas eux qui vont avoir le pouvoir. Mais c'est des gens, par rapport à l'humilité de Jean-Claude, il va me le pardonner, ça prend des dizaines de Jean-Claude. Ça prend des gens qui ne sont pas dans cette situation, Oui. mais qui, idéologiquement, C'est dit. compte tenu de leurs valeurs, vont défendre ce point de vue-là, et là, vont amener un certain nombre de changements. Moi, j'avais juste une question concernant le jugement, enfin l'analyse du juge Guillaume, c'est ça? Oui. Est-ce que la sortie du rapport, tu as eu la curiosité de regarder si ça a été phagocyté par d'autres nouvelles nettement plus importantes du style on a mis le cap colis, du style il y a un avion qui s'est écrasé parce que il y a 24 heures dans une journée, puis que toutes les nouvelles ne peuvent pas transparaître. On sort d'abord celles qui sont les plus attrayantes pour la publicité et la lecture des. Donc est-ce que la date du rapport a été faite, la sortie a été telle que ça a été oublié parce que c'est sorti à un moment complètement saturé? Ben, je n'ai pas fait l'analyse par rapport aux autres nouvelles, là. Non, pas du tout. Mais je ne crois pas que ce soit un rapport qui ait une telle insignifiance
que ça ne méritait pas d'être vraiment l'objet d'une nouvelle. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une nouvelle. Mais la nouvelle s'est contentée de reprendre la dernière phrase selon laquelle il n'y avait pas eu de profilage racial dans l'histoire. C'est ce que les médias ont rapporté. Mais ils ont fait un choix. Je voulais poser une question. Plus fort. Oui, Monsieur Berlin, est-ce que, à propos du troisième acteur, c'est Monsieur Ali Ngaropié, qui a été arrêté finalement, l'agresseur de Monsieur Vigier, est-ce qu'il a, on a su pour quel motif il a agressé? Non. Non. Ça, la raison pour laquelle il a été agressé, je ne la connais pas. Puis c'est seulement. Il a tué quelqu'un aussi en prison, hein? Oui, il a tué son co-détenu, oui. Par la suite, là. Ouais. Le genre de voisin à éviter à tout prix. Voilà. Mais Mais ça enlève le point d'affaire, c'est l'injustice qu'il y a eu et puis pourquoi ça a pu passer un cas comme ça. C'est le but de ton livre et je trouve que tu l'expliques d'une façon vraiment. J'aime ça parce que tu donnes des différentes facettes autour de ça et tu ne blâmes pas, mais tu dis il faut qu'on essaie de comprendre pour que ça ne se repasse plus des choses comme ça. Puis qu'est-ce qu'on peut trouver pour arrimer? Parce que ça n'a pas de bon sens. Comme tu dis, s'il y a vraiment une catastrophe qui arrive, on ne pourra pas, le SPVM ne pourra pas enquêter sur quelque chose un attentat dans le métro, par exemple. Ils ne sont pas prêts. On est des enfants d'école par rapport à ça. oui, c'est ça. Ouais. Ça a été ça le but. Contextualiser un exemple dans le fonctionnement. Ce qui est dérangeant aussi, c'est le fait d'arrêter un innocent. Il y a quand même un coupable qui est dans la nature, si on n'arrête pas, hein, s'il y a bavure policière et qui peut être extrêmement dangereux et agresser quelqu'un plus, tuer comme le détenu a été tué. Donc Il a été arrêté à Toronto, hein? Oui. Il a été arrêté à Toronto. Une personne autre qui se fait agresser. Et il a littéralement massacré son co-détenu. Le co-détenu en question, qui venait d'un milieu pauvre aussi, hein, psychiatrisé, avait averti les autorités qu'il avait affaire à un fou dans sa cellule et qui craignait pour sa sécurité. Il l'a tué. Il l'a tué, il l'a massacré, hein, littéralement, il l'a découpé en morceaux. À la suite de l'agression de Monsieur. Le véritable agresseur, qui a été arrêté à Toronto, a été incarcéré. On l'a mis avec un autre détenu, psychiatrisé, avec des problèmes de drogue, de pauvreté extrême. Ce co-détenu-là a fait part aux autorités qui craignaient pour sa sécurité parce qu'ils jugeaient que le type avec qui il était, c'était un dangereux psychopathe. Tant et si bien que les autorités ne l'ont pas écouté. Et il s'est fait massacrer dans sa cellule. Il s'est fait massacrer, là. Littéralement, il l'a réduit en bouillie. Tout ça est problème de communication, en fait. Ben, là, c'est un autre. Il y aurait peut-être un autre chapitre à faire sur le sort qui est réservé à ce malheureux psychiatrisé, broyé à son tour par une machine plus ou moins. Pas humaine, hein. Fonctionnel. Plus ou moins fonctionnelle. Et puis peut-être pour finir, la véritable victime de tout ça, c'est ce malheureux co-détenu qui a été massacré aux mains d'un psychopathe, là. Dont on parle pas, parce que ça, c'est la victime quasi expiatoire, quasi le bouc émissaire, ou de cet ordre-là, presque. Je m'excuse de mon intervention. Alors, Jean-Claude. Écoutez, monsieur, je vais faire une petite plaisanterie. Tu es comme le serein dans la mine. C'est Merci. important qu'il y ait des serins dans la mine. Parfait. C'est-à-dire des gens qui parlent avant que tout explose et qu'on oublie les choses. Merci. Ben, merci Jean-Claude. Bravo! Alors, moi, je voulais simplement vous remercier d'avoir écouté cet entretien. Remercier l'atelier librairie du Voyageur, vraiment extraordinaire comme endroit. Et vous trouverez ici 7 exemplaires. Il y en a plusieurs en dépôt. Vous pouvez venir vous le procurer. Ne le lisez pas avant de vous coucher parce que vous allez passer la nuit dessus. C'est très intéressant. Merci. Bonne soirée.
Et voilà. Ben, merci, bonsoir et bonne soirée à tous. Bonne soirée.